toutes et à tous. Je vais peut-être commencer par me présenter rapidement. Moi, c'est Charlotte Bimou, je suis data scientist et j'ai rejoint XTI il y a quelques mois de cela. Et en ce moment, je suis en mission à la BNP où j'ai le rôle de référente sur un outil de data science. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de DataIQ dont on va parler aujourd'hui. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien le partage? Ouais, c'est bon, c'est nickel. Ok. Du coup, la présentation d'aujourd'hui, elle sera plutôt sous forme d'acculturation, avec une première partie qui va être consacrée à la définition de l'outil DataIQ, pourquoi en faire aujourd'hui et qui sont ceux ou celles qui utilisent DataIQ. Et pour la deuxième partie, j'ai préparé un petit projet de machine learning, un projet de prédiction de la consommation d'énergie. Et ça sera l'occasion de voir comment manipuler DataIQ, comment est-ce qu'on peut créer des flux de données dans DataIQ et comment on peut mettre en production ces flux de données, que ce soit des projets de machine learning ou des projets de data visualisation, de reporting par exemple. Et du coup, pour finir la présentation, je vais vous partager comment se former à la solution aujourd'hui gratuitement. Donc, pour commencer, il faut savoir que DataIQ est une entreprise française qui a été créée en 2014 par 4 consultants français. En fait, ils sont partis du constat qu'à l'époque, pour faire de la data science, certes, on avait à disposition des outils, mais la plupart de ces outils n'étaient pas soit interconnectés ou ils étaient que partiellement connectés entre eux. Donc, ils ont développer la solution DSS pour Data Science Studio qui permet en fait de regrouper un maximum d'outils permettant de mener à bien un projet de data science. Donc, ils ont en quelque sorte sanctuarisé ces outils-là pour faciliter la data science, pour surtout la démocratiser et la rendre à la portée de tout type de profils, que ce soit des profils développeurs ou des profils non développeurs. Donc, DataIQ, on peut définir la solution du coup DSS, on peut la définir comme une solution qui va permettre de faire de l'acquisition de données, de faire du traitement de la donnée, de l'analyse, la mise en place d'algorithmes de machine learning, de deep learning, et tout cela dans un environnement big data. Et sur la base des retours utilisateurs que j'ai pu voir lorsque je me documentais, DataIQ va être classé comme un outil plutôt complet, une solution de bout en bout, assez facile d'utilisation pour l'analyse de la donnée et la mise en place de modèles prédictifs. Donc, DataIQ est utilisé dans un premier temps. On peut utiliser la solution pour faire de la collecte de données, l'intégration et surtout la normalisation des données. On verra tout de suite dans la partie démo que, en fait, la solution est capable de se connecter à plus de 25 connecteurs pour faciliter l'acquisition des données. Parmi ces connecteurs-là, on va avoir des services cloud, notamment AWS, GCP, Microsoft. On aura aussi d'autres connecteurs, d'autres types de bases de données, des bases de données Oracle, du Teradata. Donc, on aura l'occasion de voir tout ça. Et en termes de normalisation de données, on peut organiser la donnée. Par exemple, on peut standardiser la donnée. On peut revoir le schéma des données et tout cela, soit en utilisant du code ou en utilisant des visual recipes qu'on verra également. Donc, une fois que la donnée elle est acquise, on peut tout à fait la consommer sur la solution et la consommation, elle va passer par l'exploration de la donnée, la préparation de la donnée et ce, grâce à des processeurs qui sont mis à disposition et ces processeurs donnent la flexibilité à l'utilisateur. Donc, l'utilisateur a le choix soit de faire du code Python par exemple, du R ou sinon d'utiliser des sortes de capsules dans lesquelles on a déjà des étapes de préparation de la donnée qui sont déjà prédéfinies.
Grâce à l'outil, on peut aujourd'hui faire de l'analyse statistique, l'analyse univariée, l'analyse multivariée. On peut faire ça très facilement. On peut aussi faire de la visualisation parce que l'outil intègre une sorte de dashboard qui permet de faire de la visualisation aujourd'hui. C'est un dashboard qui est plutôt bien fourni, comme tout ce qui est Power BI ou Tableau. On verra aussi, j'ai préparé un petit dashboard pour visualiser les résultats du modèle que j'ai développé. Du coup, on a aussi la modélisation, la conception d'algorithmes de machine learning, de deep learning. On a de l'auto-ML qui sont implémentés dans l'outil. Et d'ailleurs, cette partie-là, elle peut être faite aussi soit par du code ou par du no-code, par des Visual Recipes. Alors, on peut également faire de la data quality dans Dataiku grâce à une fonctionnalité, des fonctionnalités plutôt appelées check et metrics. En fait, c'est des fonctionnalités qui vont nous permettre de faire du monitoring, de vérifier la qualité de nos données. Pour des personnes qui font du machine learning, par exemple, c'est une fonctionnalité qui peut être importante. Elle peut aider, par exemple, à suivre la performance de l'indicateur d'évaluation d'un modèle. On a aussi ce qu'on va appeler scénario et trigger dans Dataiku. C'est une fonctionnalité qui est très, très utilisée. Elle va permettre en fait d'automatiser toutes les tâches mises en place dans la solution. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un flux d'acquisition de données, de préparation de la donnée et de restitution de la donnée sous forme de dashboard, vous pouvez automatiser toute cette chaîne de traitement grâce à ce qu'on va appeler les scénarios. Donc, le scénario aujourd'hui, ça va vous permettre de mettre à jour facilement vos données, de faire de l'historisation et de lancer automatiquement l'ensemble de votre flux. Et dans un scénario, on peut ajouter plusieurs étapes. On aura l'occasion de voir ça. Ce qui est bien avec cet outil, c'est que ça va faciliter vraiment la collaboration entre toutes les parties prenantes d'un même projet. Du coup, en termes de collaboration, on verra qu'on peut créer des petites discussions sur un projet. Du coup, ça nous évite, par exemple, de sortir d'un projet, créer un canal Teams ou sur un autre outil pour communiquer sur le projet. Donc, ça permet de centraliser aussi le partage de ressources. Ça facilite du coup la collaboration sur le projet. Alors, quand on travaille dans Dataiku, quand on fait du développement par exemple, en tant que développeur, on va travailler sur ce qu'on va appeler le design node. C'est le nœud de conception d'un projet. Du coup, il faut savoir que la solution met à disposition aussi un nœud d'automatisation appelé l'automation node. Ce nœud-là est consacré à l'industrialisation, la mise en production du projet qui a été développé dans le design node. Du coup, cela veut dire que lorsqu'on termine le développement de notre projet, lorsqu'on termine nos tests, nos validations et tout, on peut mettre ce projet-là en production. Et pour la mise en production, en ce moment, je suis sur une version gratuite. Du coup, l'architecture dont je parle, elle n'est pas forcément la même architecture qu'on va trouver sur tous les projets. Parce que moi, je suis sur une architecture avec des outils plutôt de l'open source, des outils gratuits. Donc, dans le cadre de l'apprentissage, supposons qu'aujourd'hui, vous souhaitez apprendre à mettre en production un projet dans un environnement Dataiku. Pour cela, vous aurez deux possibilités de mise en production de votre projet. La première possibilité, ce sera de mettre le projet en production sur l'automation node, qui est un nœud d'automatisation, qui est d'ailleurs très cher, qui n'est pas mis à disposition dans les versions gratuites de Dataiku. Après, on peut aussi mettre le projet en production via ce qu'on va appeler l'API Node. Donc, pour ces deux différentes mises en production, ça va nécessiter un troisième nœud qu'on va appeler le deployer node. Le deployer node, c'est
une sorte de passerelle, en fait, qui va permettre de récupérer le projet de l'environnement design node et de le transférer vers l'automation node. Du coup, puisqu'on a deux types de mise en production, donc on aura forcément dans ce déployeur node, on aura disons deux passerelles. On aura le project deployer. Le project deployer en fait va permettre, ce sera la passerelle qui va permettre de faire un déploiement en lot, un déploiement en batch. Du coup, ce nœud va permettre de récupérer le projet depuis le design node, de le transférer vers l'automation node. Et ça peut se faire de plusieurs façons, soit en intégrant des chaînes, en mettant en place une chaîne CI/CD, ou il y a aussi le déploiement manuel. Par exemple, sur certains de mes projets, on a souvent fait du déploiement manuel. Ce déploiement manuel, en fait, consiste à packager le projet développé ici, là, dans le design node. Donc, on package le projet, on le bundleise, on le sort manuellement et puis on met ça dans une sorte de Jira ou un autre outil et l'équipe en charge sur l'automation node vient récupérer le projet, il le met sur l'automation node. Parce que en tant que développeur, du coup, on n'a pas accès à l'automation node. Du coup, le deuxième process de déploiement qui est le déploiement sur l'API Node, ce déploiement, ça va être un déploiement en temps réel. Dans le cas de la démo, c'est ce type de déploiement qui est ouvert pour un accès gratuit. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Et donc, ce déploiement va se faire via un service API. Du coup, il faut créer un point de terminaison API et ensuite quitter l'API Node pour l'automation Node. Et ça va se faire en 3 temps. Dans un premier temps, on crée du coup notre point de terminaison API dans le design node. Ensuite, on publie ce point de terminaison API sur l'API node qui est du coup la passerelle. Et depuis cette passerelle-là, on va récupérer le projet et le mettre sur l'API node finalement. Du coup, aujourd'hui, qui utilise la solution DataIQ? La solution DataIQ est utilisée dans la plupart des entreprises, que ce soit des grandes entreprises ou des PME. Ça va être utilisé dans les banques pour faire du scoring, par exemple, pour faire du reporting aussi ou de la data prep. En ce moment, à la BNP, par exemple, j'utilise la solution non pas pour faire forcément de la data science, mais pour faire de la data prep surtout et du reporting, c'est-à-dire la création de tableaux de bord, des indicateurs et tout ça. Ça va être aussi utilisé en assurance, dans le domaine du luxe. Dans le domaine du luxe, chez LVMH, chez L'Oréal, DataIQ est très utilisé en ce moment. Ils font beaucoup de migration de certaines solutions vers DataIQ. Dans le domaine de la défense aussi, chez Thales, DataIQ est utilisé pour faire de la maintenance prévisionnelle et de l'optimisation de trajectoire des avions de chasse, par exemple. Donc, moi, je disais tout à l'heure que je suis sur une version gratuite. Je vais vous montrer ça à la fin sur la partie comment se former à la solution. Donc, ici, je vais tout simplement me connecter. OK. Lorsque je me connecte, je vais arriver sur la page d'accueil de DataIQ. Et sur cette page d'accueil-là, on aura quelques items, notamment la notion de projet, la notion de workspace, la notion d'application, de project folders. Et aussi, on a les dashboards, on a le wiki. On va commencer par le projet. Il faut savoir que pour pouvoir travailler dans DataIQ, il faut forcément passer par un projet. Il faut commencer par créer un projet. C'est quoi un projet dans DataIQ? Dans DataIQ, un projet, ça va être une sorte de centre de commandement. C'est là que tout se passe. C'est-à-dire que tu ne pourras pas importer des données sans passer par un projet. Donc, le projet, c'est, disons, le point d'entrée dans DataIQ. Donc, dans un projet, on va retrouver le nom du projet. On peut mettre un petit descriptif à notre projet. En l'occurrence, ici, c'est un projet qui concerne la consommation d'énergie. J'ai mis un petit descriptif ici. Et là, on va retrouver le owner du projet, la personne responsable du projet. Et
Là, on parlait d'automatisation avec les scénarios. Donc, ça va nous rappeler si dans notre projet, on a créé des scénarios. C'est-à-dire que est-ce qu'on a pu automatiser notre travail. Donc là, ça nous dit qu'on a un scénario d'actif. Sinon, après, on a le flow. Donc, dans un projet, du coup, on a le flow. Le flow, en vrai, c'est l'espace au sein duquel on va pouvoir interconnecter nos jeux de données. C'est là qu'on va pouvoir importer la donnée, utiliser des récipients ou des recettes pour transformer la donnée, la préparer, l'explorer, faire tout ce qu'on veut, développer des algos et mettre en production. Donc, tout se passe dans le flow. Donc, dans un flow, on peut avoir on a des datasets, on a des récipients, des recettes, on va avoir des notebooks, on aura des dashboards, de la documentation, on aura aussi, si on a des modèles, on les verra dans le flow, et aussi tout ce qui va être analysé. Donc, tout en bas, on a de la documentation. Donc, on peut documenter notre projet ici. Donc, en entrée de jeu déjà, ça veut dire que si, par exemple, Léa avait accès à cet environnement DataIQ, sans que j'ai à communiquer, une fois sur le projet, elle a un petit descriptif du projet. Le projet parle de lui-même, quoi. C'est bien documenté. Du coup, DataIQ facilite aussi la documentation depuis l'interface du projet sans forcément entrer là-dedans. On peut aussi se créer une petite to-do list ici pour se rappeler nos différentes tâches. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va aller dans le flow. Donc, c'est dans le flow que j'ai créé mon flux de données. Donc, dans le flow, on va pouvoir aller nous sourcer à des outils pour récupérer la donnée. Donc, dans mon cas ici, je suis partie de fichiers plats. Donc, c'est des fichiers que j'ai récupérés directement de ma machine. Et ça se fait très facilement avec du glisser-déposer, par exemple. Si je veux récupérer cette donnée-là, je vais juste la récupérer et la glisser et la déposer ici. Donc voilà, ça va mouliner un peu et m'importer ma donnée. Ça, c'est la façon la plus, voilà, quand on a un fichier plat importé, on peut le faire de cette façon. Sinon, on a parlé de connecteurs tout à l'heure et du coup, là, je suis sur une version gratuite, je rappelle. Du coup, je n'ai pas peut-être accès à tous les types de connecteurs, mais voilà, on peut déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut importer un fichier plat. On peut récupérer de la donnée via du Snowflake, du Databricks, Oracle, ainsi de suite, du Postgre. Et sinon, via le cloud computing, on a Amazon, on a Google. Après, on peut aussi récupérer de la donnée via des folders déjà créés dans DataIQ. Sinon, on a aussi des managed datasets. On peut récupérer de la donnée via un catalogue de collection de données. On peut sinon la récupérer via d'autres types de connexions. Donc, je suis sûre qu'on n'a pas tous les types de connecteurs, mais si vous, de votre côté, vous travaillez sur du DataIQ, vous verrez qu'on a pas mal de sources de connexion des données. Donc, une fois que la donnée, et bien sûr, pour que ça puisse fonctionner, il faut déjà mettre en place la connexion entre ces sources-là et DataIQ. Il faut la définir en fait. Donc, une fois que la donnée elle est acquise, on peut passer à la préparation, à l'exploration, la normalisation de la donnée avant d'aboutir à l'analyse finale. Et ça va se faire via les récipients dont on a parlé. Donc, en termes de récipients, on va avoir des visual récipients. Les visual récipients, en fait, c'est des capsules, des sortes de capsules qui sont packagées dans lesquelles on a déjà des étapes de préparation de la donnée qui sont définies. On va prendre l'exemple où on va les parcourir très rapidement un par un. Donc, on a cette recette-là qui va permettre de copier, en fait, tout simplement un jeu de données. Sinon, on a cette recette-là, le prepare recipe, que j'aime beaucoup parce que cette recette, en fait, elle met à disposition plus de presque 100 sous
sous-processeurs. Donc, ces sous-processeurs-là, ce sont des processeurs qui vont nous permettre de filtrer la donnée. Quand je clique sur celui-là, le filtre d'état, donc ça va permettre de te flaguer tes lignes, de te supprimer tes colonnes, de faire de filtres. Il y a vraiment pas mal de possibilités en termes de traitement de la donnée. En termes d'analyse des données, des strings par exemple, vous aurez aussi toutes ces possibilités-là. Voilà. En termes de traitement de dates ou de données géospatiales aussi, en termes d'enrichissement de la donnée, vous pouvez faire des jointures dans cette récipient, même si vous avez déjà à disposition une récipient qui permet de faire de la jointure. Donc, si je reviens sur mes recettes visuelles, on peut faire du filtre, du group by, du distinct, du window, des jointures, des fuzzy join. On peut splitter la donnée, sortir nos top N, trier nos données, stacker nos données. Et ça, c'est une nouvelle fonctionnalité que je n'ai pas encore creusée. Je pense que c'est beaucoup plus utilisé pour la partie machine learning. Sinon, après les visual recipes, on va avoir du code recipe. J'avoue que je suis très limitée en termes de code recipe, mais en termes de code recipe, on a du Python, on a du R, on a du SQL, du PySpark, il y a du Hive, il y a du Impala, il y a du Shell, il y a du Spark SQL. Voilà. Et ça, ce sont des nouvelles recipes qui ont été développées il n'y a pas très longtemps, qui permettent de développer plutôt des modèles un peu plus complexes. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser des plugins. D'ailleurs, en parlant de plugins, il y a toute une liste de plugins qui est mise à disposition. Donc, par exemple, ici, moi, j'avais besoin de l'API Connect. Donc, je suis allée le chercher dans la liste des plugins qui m'étaient proposés. Donc, voilà. Sur cette version gratuite-là, on aura tous ces plugins qu'on peut installer et utiliser. Ou sinon, si vous n'avez pas le plugin que vous cherchez, vous pouvez, si vous avez les droits, vous pouvez le développer, soit via du Python ou via votre langage de prédilection. Et ensuite, vous pouvez, c'est-à-dire que vous pouvez créer votre propre plugin. Donc ça, c'était les recipes. On a vu le code recipe, le visual recipe. On a les recipes qui sont en vert là, qui sont un peu plus utilisés dans le cadre de machine learning supervisé ou non supervisé, donc soit pour faire des prédictions ou du clustering pour évaluer nos modèles. Voilà, dans l'ensemble en termes de récipient. Ou sinon, vous avez aussi en termes de collaboration, vous avez cette petite fenêtre ici là qui va permettre de créer des sortes de discussions sur un projet. Imaginons qu'ici là, ce jeu de données soit mis à jour suite à la création d'une nouvelle feature. Je veux pour informer mon équipe, plutôt que de passer par mail ou par un canal Teams, je vais créer une petite discussion ici et je vais mettre par exemple mise à jour data et là je mets mon petit message. Je commence la discussion. Comme ça, toutes les personnes qui ont accès à ce projet-là auront mon message et ils pourront aussi rebondir là-dessus. Sinon, on va avoir aussi le lab qui peut être pas mal. Le lab, en fait, c'est une sorte d'espace qui va nous permettre de nous isoler de notre flux. Imaginons qu'aujourd'hui, ce flux soit validé par toutes les parties prenantes et qu'on soit prêt à le mettre en production. Du coup, si dans 2 semaines, on me demande de développer une nouvelle feature, plutôt que de venir faire des modifications sur le flux qui est déjà propre, je peux m'isoler de cet environnement et me mettre dans le lab. On va prendre un exemple ici, on va prendre n'importe quel exemple. On va se dire que on veut juste renommer cette colonne. Donc, je vais m'isoler, je vais me mettre sur le jeu de données en question, ces 2 jeux de données là, et je vais me mettre en mode lab. Voilà, en mode lab, je me mets en mode analyse. Donc là, je vais venir faire ma manipulation et lorsque je termine, je déploie mon script.
Et lorsque je déploie mon script, mais tant que je suis en train de travailler en mode lab, mon travail ne va pas impacter le flux existant ici, là. Il n'y a rien qui va se passer pour les autres membres de l'équipe. Tant que je n'ai pas déployé mon script, ils ne verront rien. Donc, quand j'aurai fini de déployer mon script, je pourrai le raccrocher à ma préparation existante et de cette façon, je n'aurai pas fortement impacté le flux existant. Du coup, ça, c'était le lab. Après, en termes d'autres fonctionnalités, on a vu la documentation. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Voilà, on a les notebooks. Les notebooks ici, on peut faire du... Alors, sur cette version-là, on va pouvoir faire du SQL, du Python. Sinon, vous avez du R et beaucoup d'autres types de notebooks aussi, en fonction de la version dont vous disposez. Du coup, vous pouvez aussi développer des web apps. Vous pouvez faire du bokeh, du shiny, du dash ou partir d'un web apps personnalisé. Donc, vous pouvez développer tout ça. On va faire un exemple, mais j'avais déjà essayé. La version que j'ai ne me permet pas. Sinon, si je fais test ici, donc vous avez votre espace de codage qui va s'afficher et là, vous pouvez créer votre web app et le publier après, soit sur un dashboard ou le sortir et le partager autrement. Donc ça, c'était les web apps. Ah, on a aussi les librairies. Les librairies, c'est pas mal parce que si vous travaillez, par exemple, supposons que vous fassiez du PyCharm, par exemple. Du coup, lorsque vous mettez à jour votre code et que vous faites des commits et que tout est bon, vous pouvez récupérer vos travaux dans DataIQ. Et pour cela, vous pouvez, si c'est de Python par exemple, vous pouvez récupérer votre code, votre projet et l'importer dans DataIQ. Et une fois importé dans DataIQ, vous pouvez l'utiliser du coup dans un notebook, dans un Python recipe ici. Donc voilà, vous avez votre Python, votre code Python recipe et comme ça, vous pouvez faire un import from et puis vous importez votre package. Donc vous pouvez l'importer et puis continuer vos travaux. Et ça peut être aussi un package R comme on l'a vu ici là. Vous pouvez aussi récupérer vos packages depuis du Git externe. Donc, pour ça, il faut commencer d'abord par configurer votre Git, c'est-à-dire vous authentifier, vous authentifier à Git en passant par DataIQ. Et une fois l'authentification mise en place, vous pouvez récupérer vos packages depuis Git. Et vous pouvez aussi configurer DataIQ de sorte que à chaque mise à jour de votre Git, que ce soit pris en compte dans DataIQ. Donc ça, c'était les librairies. Voilà, les scénarios, on va voir ça un peu plus tard. Le wiki, voilà. Au niveau du wiki, vous pouvez créer autant d'articles que vous souhaitez en vous mettant en mode edit ici. Vous tapez votre test, vous mettez à jour la documentation et après, lorsqu'on se met en mode view, on a notre petit document qui est là, qui permet de décrire notre projet, les différentes étapes et tout ça. Et dans Action, moi, je ne l'ai pas, mais ah oui, c'est bon. On peut exporter la documentation sous forme de PDF. Voilà. Donc ça, c'est possible. On peut aussi copier le wiki, le copier et le coller, par exemple, dans un autre projet et du même environnement DataIQ. On peut également créer des dashboards. On peut faire de la visualisation de données. Donc, sur ce projet, par exemple, je vais peut-être repartir plutôt sur le flux. Donc, l'objectif du projet, c'était tout simplement de récupérer de la donnée via un fichier plat, de faire de la préparation de données, de créer un modèle qui me permet de faire de la prédiction de la consommation d'énergie et de restituer les résultats de cette prédiction. Donc, j'ai fait mon analyse, j'ai organisé mon travail parce qu'au départ, mon flux n'était pas du tout organisé. Donc, je l'ai organisé grâce à ce qu'on appelle la zone dans DataIQ. Donc, la zone, ça va te permettre d'organiser
ton environnement en fonction, par exemple, d'un périmètre défini. Donc, moi, ici, j'ai créé une zone que j'ai appelée acquisition de la donnée. Je sais que à tout moment, dès que j'aurai des nouveaux flux de données, c'est à cet endroit que je vais les poser de cette façon. On sait automatiquement que mes données d'entrée sont à ce niveau. La partie préparation, on sait que c'est à ce niveau-là. Je me suis créé une petite zone test ici qui va me permettre de faire mes tests et tout ça. Et ma partie modélisation où je développe l'algorithme de machine learning. Et ce que vous voyez aussi, c'est que dans ce flux, je me mets des petits commentaires. À chaque fois que j'ai un truc intéressant, une récipe, une étape intéressante, je vais venir ajouter un petit commentaire ici qui se fait très facilement en cliquant sur ce petit icône-là ici. Et du coup, je me mets un petit commentaire et là, si par exemple Léa se connecte à ce projet et plutôt que de me poser la question ou avant de me poser la question, elle peut déjà savoir que là, c'est de la préparation de la donnée, c'est de la suppression de données, du parsing et tout ça. Et là, j'ai fait un group by, je peux mettre plus de précision et ainsi de suite. Ça permet de rendre le projet un peu plus fluide et tout ça. Ok, donc lorsque mon flux est prêt, je sais que je dois restituer mes résultats. Et du coup, avant de restituer mes résultats, je me suis dit d'automatiser ce flux-là parce que si jamais j'ai des données qui entrent tous les jours, je ne vais pas m'amuser tous les jours à venir mettre à jour mon flux. Donc, je me suis créé un petit scénario ici. Donc, dans mon scénario ici, je dis à mon scénario, OK, je veux que tu me builds mon dernier dataset. Tu me le builds, par exemple, tous les jours à une certaine heure. Donc, pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle les triggers. Donc, là, je dis à mon scénario de me mettre à jour mon flux tous les jours à 17h55. Et du coup, tous les jours à 17h55, mon flux va se lancer et mettre à jour ma table finale. Parce que voilà, dans ma table finale, c'est là que j'ai restitué les résultats, c'est là que j'ai accroché mon dashboard. Et de cette façon, cette automatisation va permettre aussi d'automatiser la mise à jour de mon dashboard. Donc, on va maintenant passer à l'étape, ou sinon, avant de passer au dashboard, on va voir ici qu'en termes d'étapes possibles à inclure dans un scénario, on peut dire au scénario de nous inclure une étape qui va nous permettre de build notre, soit un dataset ou un modèle, ou une étape qui va permettre de nous faire du nettoyage du flux, de nous vérifier la qualité de nos données. Et d'ailleurs, pour ça, je pense avoir ajouté du contrôle de la donnée. Je ne me rappelle plus sur quel dataset je l'ai mis, mais on peut voir ça. Donc, c'est pas sur celui-ci. Voilà, c'est sur celui-ci en fait. Donc là, j'ai les résultats. Je vais pas rentrer dans le détail de la partie machine learning, mais n'hésitez pas si vous voudriez qu'on fasse une autre session pour voir plutôt la partie machine learning ou d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas. Mais en gros, ici, à la fin de mon modèle, j'ai sorti des paramètres, des indicateurs qui vont me permettre de suivre l'état, qui vont me permettre de suivre la précision de ma prédiction. Donc, j'ai pris la MAP ici et du coup, j'ai décidé de mettre un contrôle sur ce dataset qui est quand même important parce que c'est lui qui comporte mes indicateurs clés. Du coup, je me suis dit, je mets un contrôle là-dessus de façon à ce que à chaque fois que l'un de ces indicateurs va changer, le scénario m'enverra une alerte en fait. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On peut soit utiliser du Python. Donc, c'est ce que moi j'ai fait ici. J'ai pris un petit code Python. Je lui dis, va sur mon dataset et tu te positionnes sur la colonne qui s'appelle score. Du coup, la colonne qui comporte les valeurs qui sont censées ne pas bouger. Et du coup, tu me fais un check. Si jamais l'une de ces valeurs change, tu mets erreur ou sinon tu me dis OK, tout est bon. Donc, lorsque le scénario se lance tous les jours à 17h55, il y a toute cette étape qui sera mise à jour. Le check qui va se faire tout seul. Et du coup, moi, je verrai les résultats à ce niveau, ici, là.
Donc, j'aurai mes résultats ici qui me dit que mon check contrôle, il est OK. Pour l'instant, je n'ai pas de problème. Mes valeurs, elles sont toujours les mêmes. Donc, si je reviens sur les étapes du scénario, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Mais en termes d'étapes, on peut inclure toutes ces étapes-là. On peut inclure l'export d'un dashboard, l'export d'un notebook. C'est vraiment en fonction du besoin. On peut inclure des scripts SQL, des scripts Python pour faire plutôt des traitements personnalisés. Par exemple, sur certains projets, souvent j'utilise du SQL ou du Python pour faire, par exemple, de l'historisation des données. Donc voilà, vous pouvez inclure toutes ces étapes-là dans un scénario. Et donc, lorsque le flux est prêt, j'ai mis en place mes scénarios, mes contrôles de données et tout ça. J'ai mes résultats. Je peux, à ce niveau-là, décider de restituer mes résultats sous forme à travers un dashboard. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Je me suis basée sur ce dataset qui comporte mes résultats. Et j'ai fait de la visualisation. Ici, par exemple, je visualise toutes les données de tous les sites pour lesquels je faisais de la prédiction de la consommation d'énergie. Donc, je représente toutes les données brutes et puis toutes les données prédites. Donc, sur ce graphe-là, je fais ça et je choisis de publier sur un dashboard. Et lorsque je fais ça, au final, je me retrouve avec un dashboard. Ici, là, par exemple, les résultats de la prédiction, c'est sur le deuxième dashboard ici. Mais je vais commencer par vous présenter le dashboard des données brutes. Donc, sur ce dashboard-là, on voit que ça ressemble quand même à d'autres types de dashboards qu'on peut avoir sur du Power BI ou du Tableau. Donc, là, j'ai des simples graphiques. Je peux ajouter des commentaires ici, par exemple. Je mets un commentaire pour dire que on voit que la consommation pour le site tel et tel est beaucoup plus faible que pour le site tel. Donc, voilà, on peut ajouter des petits commentaires comme ça. On peut aussi ajouter différents types de visuels. D'ailleurs, cette partie visuelle va se faire dans la partie chart que j'ai montré précédemment. C'est là que vous choisissez vos différents visuels et la partie dashboard va tout simplement permettre de visualiser, du coup de matérialiser tout ce que vous aurez mis en place dans la partie graphique. Donc voilà. Et pour modifier ça, c'est très simple. On se met juste en mode edit ici et on modifie les objets qu'on veut présenter sur le dashboard. Et en parlant d'objets qu'on peut ajouter sur un dashboard, on peut ajouter un dataset, on peut créer une discussion, on peut ajouter des métriques, on peut ajouter des folders, des charts, des notebooks, des modèles, des web apps. On peut aussi faire du report, on peut ajouter des scénarios, ainsi de suite, de la documentation ou une image par exemple. Et la partie texte qui nous permet de faire des commentaires, c'est ici, là, on clique là-dessus et on entre le texte. Du coup, je vais fermer ça. Ok, après le dashboard, le principe c'est le même. C'est là je vais présenter par exemple les résultats de mon modèle, la partie prédite et par site. Et vous voyez ici, lorsqu'on ajoute un filtre, du coup on peut facilement filtrer sur la donnée. Par exemple, on va choisir le site, ce site-là. l'ID 18. Donc là, ça va faire un focus sur ce site-là et on a nos données prédites du coup et le commentaire, tous les résultats du modèle de prédiction, le type de modèle et aussi les coefficients, les features qui participent, qui ont un fort impact sur la prédiction par exemple, on peut choisir de les afficher à ce niveau. Pour finir sur cette partie-là, une fois que mon modèle est prêt, je peux créer une API endpoint du coup pour pouvoir passer du design node vers l'API node pour mettre en production mon projet. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai eu besoin d'un plugin
pour justement avoir accès, pour être capable de créer cette API endpoint. Donc, je vais pas partager le process parce que je l'ai déjà créé. Donc, en gros, si je reviens sur mes instances, on verra que ici, j'ai bien mon instance design node dans laquelle, j'ai développé mon algo, j'ai développé mon projet dans l'ensemble et ensuite, j'ai créé l'instance API pour pouvoir mettre en production mon projet. Et du coup, mon projet, il est en production aujourd'hui. Et pour le mettre en production, une fois que mon instance API a été créée, j'ai tout simplement utilisé le couloir dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce couloir-là, il est dans le local deployer ici. Donc, lorsque je clique sur le local deployer, je peux du coup choisir de déployer via une API. Donc, lorsque je clique là-dessus, le travail, il est déjà fait, mais en gros, le process, il est très facile. En plus, il est bien documenté dans la documentation de Dataiku. Donc, j'ai mis mon projet en production. Mon projet tourne tout seul en production. Maintenant, si je devais déployer sur l'automation node, en ce moment, je serais peut-être passé par le local deployer. Par contre, j'aurais choisi le deploying project ici, là, au lieu de l'API. Sauf que ça, là, ça va pas marcher parce que je n'ai pas les droits me permettant de le faire. Et puis, il y a de la configuration aussi à faire. Et ça demande des compétences de data architecte. Et voilà, je reviens sur la partie local deployer. Ce qui est bien dans les versions actuelles de Dataiku qui n'existaient pas avant, c'est qu'on peut monitorer un modèle de machine learning. Ça va beaucoup intéresser les ML ingénieurs, les gens qui font du MLOps par exemple, parce que lorsque le projet est développé, mis en production, il faut suivre son état de santé et ça va se faire via du monitoring et Dataiku a mis ça en place. Donc, ça permet de suivre l'état de santé de ton modèle, voilà, de suivre ton modèle pour voir si il y a de drift ou pas, si les performances diminuent dans le temps ou pas.